Ok. Au menu de cette soirée, au programme de cette soirée, en partie 1, nous verrons pourquoi et comment passer son organisation à l'échelle. Dans un second temps, nous aurons donc le Rex Dailymotion pour voir et comprendre comment ils ont hacké sur ces 5 dernières années leur organisation. Et dans un troisième temps, il y aura une partie de questions-réponses. Donc, je vous invite du coup à tous couper vos micros, chose qui est déjà faite, et ne pas hésiter à poser toutes vos questions dans le chat. Et nous prenons plaisir d'y répondre en toute fin du loop. Nos intervenants de ce soir, donc, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Louis Hu, qui est VP of Product chez Dailymotion, et Brice Hugon, qui est coach agile et formateur chez nous, chez Soud Partners. Donc, Brice, je te laisse la main pour ta partie. Merci. Alors du coup, effectivement, je suis coach agile et formateur agile également chez Swood Partners. Actuellement, par exemple, j'interviens chez un client qui fait de la donnée dans le monde de l'énergie, dans un contexte de mise à l'échelle de plusieurs équipes sur plusieurs gammes de produits. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et est-ce que je peux prendre la main du coup sur les slides? Comment je peux faire ça ici et demander le contrôle? Tu me l'as donné? Oui. Ah, super. Alors du coup, pourquoi et comment passer son organisation à l'échelle? L'idée, bien entendu, sur cette petite présentation, c'est pas de vous donner l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous en termes d'agilité à l'échelle, d'organisation à l'échelle, etc. C'est de vous donner un petit peu une vue d'ensemble et de présenter différentes stratégies. Avant de parler de stratégie d'agilité à l'échelle, on va déjà se mettre d'accord. Qu'est-ce que c'est que l'agilité à l'échelle? Qu'est-ce qu'on entend derrière échelle? Donc forcément, ça va être un petit peu verbeux quand on parle de définition. L'agilité à l'échelle, c'est plusieurs équipes qui veulent efficacement délivrer un objectif commun. Et qui dit agilité dit environnement très dynamique. Donc le but, aligner plusieurs équipes qui vont délivrer un produit, un service commun dans un environnement dynamique. Deux types d'échelles principaux qu'on va entendre. Alors je vous le mets en français et en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que la documentation est très présente en anglais. Si vous voulez chercher, il faut avoir le bon mot derrière. Premier type, l'échelle verticale. Donc, c'est toutes les entreprises qui vont vouloir faire du scale-up. L'objectif, c'est rajouter de plus en plus de personnes, de plus en plus d'équipes sur un effort existant pour pouvoir, par exemple, délivrer plus sur un produit existant, pouvoir synchroniser des équipes qui ont beaucoup d'interactions entre elles, de dépendance technique ou fonctionnelle par rapport à un service ou un produit commun ou un ensemble de produits communs. Donc ça, c'est l'objectif de l'agilité à l'échelle, scaling up. Deuxième forme d'agilité à l'échelle horizontale. Là, c'est plusieurs équipes. On va vouloir les lancer en agilité sans pour autant qu'elles aient de connexion, de buts communs, d'objectifs communs, de produits communs, de services communs. Par exemple, lorsqu'on va lancer une transformation agile d'une DSI, on va commencer par accompagner une ou plusieurs équipes et puis on va étendre la capacité d'accompagnement et de transformation à d'autres équipes. Quand on a une transformation d'une grande DSI, l'équipe qui est en charge de mener la transformation ne peut pas s'occuper de toutes les équipes en même temps et donc on fait comme ça petit à petit et ça, c'est scaling out. Donc maintenant, ça c'est clair. Les deux formes d'agilité, là, d'agilité à l'échelle, ce soir, on va principalement parler d'agilité verticale. C'est celle où il y a le plus besoin de se poser des questions. Et donc, avant de passer à l'échelle, on va se poser la question, pourquoi? Pourquoi je veux passer à l'échelle? Qu'est-ce qui motive ce besoin de passer à l'échelle? Alors du coup, on a des questions existentielles qui vont souvent revenir et nous dire, voilà, j'ai besoin de passer à l'échelle parce que je veux réduire mon time to market sur un projet d'envergure.
Je veux passer à l'échelle parce que je me pose la question, comment je fais pour les coordonner, toutes ces équipes qui travaillent sur un seul et même produit? On sait que techniquement, il va y avoir des dépendances. On sait que fonctionnellement, il va y avoir des dépendances. On sait qu'il va falloir livrer quelque chose de cohérent ensemble. Et donc là, c'est du coup, on se pose la question, comment on fait pour aligner toutes ces équipes-là? On était agile, on était petit, on a grossi, on a besoin de plus de monde, mais on veut conserver cette agilité, cette capacité à répondre rapidement à un marché qui change, à des priorités qui changent, etc. Donc comment on fait en grossissant pour conserver cette agilité? De manière assez pragmatique, de temps en temps, on a des gens qui veulent trouver des méthodes d'agilité à l'échelle en se posant la question, voilà, on a grossi, que deviennent mes managers? Où est-ce qu'on les place? Quel devient leur rôle dans cette organisation à l'échelle? Quand on est dans des gros environnements, style bancaire, assurance, mutuelle, où on a des centaines d'applicatifs qui communiquent les uns avec les autres, des jeux de données qui sont parfois compliqués à trouver et à mettre en place et à maintenir, on veut aller voir l'agilité à l'échelle pour se poser la question, mais comment je fais pour tester mon produit dans cet environnement technique complexe et organisationnel complexe? J'ai des centaines de produits, des dizaines de produits, des projets dans tous les sens. Comment on s'organise? Où est-ce qu'on met le focus des équipes sur les semaines à venir, sur les trimestres à venir? Comment je gère mon portefeuille, mon budget et toutes les équipes? Donc ça, c'est pareil, c'est une question qui va se poser quand on veut passer à l'échelle. Comment être plus agile que les concurrents? Ça, pour le coup, c'est une question qu'on retrouve trop souvent sur le pourquoi on passe à l'échelle, qui n'a pas de sens. Le but de passer à l'échelle, c'est pas d'être plus agile que les autres. L'agilité est un moyen pour obtenir quelque chose, ça n'est pas une fin en soi. Et passer dans une agilité à l'échelle parce que la concurrence l'a fait ou parce que on veut être plus agile que les autres, ça n'a pas de sens et finalement, peu importe ce que vous faites derrière, vous allez rencontrer des difficultés. Donc maintenant, on sait pourquoi on veut passer à l'échelle. Du coup, on l'a vu tout à l'heure, une échelle, ça peut servir à plein de choses, mais ça sert à la base, ça a été créé pour monter à l'échelle. Et quand on fait le premier barreau, c'est aussi difficile que le troisième, le cinquième, le dixième. Du coup, c'est pareil dans les organisations. Et pas du tout, en fait. D'ailleurs, quand on regarde toute la documentation ou toutes les présentations qu'on peut voir sur l'agilité à l'échelle, et on verra après, il y a même un manifeste de l'agilité à l'échelle, la première règle, c'est ne passez pas à l'échelle. Si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Pourquoi? Parce que ça va complexifier tout, on verra après. Donc si vous voulez vraiment passer à l'échelle, avant ça, vous avez déjà essayé plein de choses. Par exemple, supprimer le plus possible les dépendances entre les équipes, plutôt que d'avoir à les gérer. Gérer des dépendances, c'est très complexe. Si on peut les éviter, c'est mieux. Vous avez déjà essayé de réunir au sein des équipes toutes les compétences, mais également tous les pouvoirs de décision pour aller de l'idée jusqu'à sa mise en production, ou du besoin jusqu'à la mise en production, plutôt que de siloter les compétences et de centraliser les décisions, ce qui va rajouter une surcouche de coordination, de délégation, etc., etc. Donc ça, si vous l'avez déjà fait, si vous êtes passé à une culture produit, plutôt qu'une culture d'entreprise dirigée par les métriques projet, coût, délai, périmètre, auquel cas on a très peu de latitude pour se coordonner et pour prendre les décisions au jour le jour en fonction des besoins. La culture produit, si vous l'avez déjà mise en place, que vous avez essayé tout ça, et que pour le coup, vous avez quand même besoin de gérer des dépendances parce qu'il en reste et que ça reste complexe, si vous avez quand même besoin de continuer à pouvoir aligner de grands ensembles de personnes, de plusieurs équipes, dans ce cas-là, on va essayer de passer à l'échelle. Et peu importe d'autres raisons, si vous avez tout essayé, ok, on n'a plus le choix, il faut passer à l'échelle. La problématique quand on passe à l'échelle, c'est que autant quand j'ai qu'une seule équipe, faire en sorte qu'elle aille dans une direction ensemble, ça peut marcher.
Quand je vais passer à 2-3 équipes, c'est un peu plus complexe, mais avec des petites cérémonies légères, un petit peu de discussion, on arrive quand même à s'aligner et aller dans le même sens. Et quand on arrive sur quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus d'équipes, là, ça peut vite tourner au chaos avec des équipes qui vont dans des directions opposées, avec des équipes qui ne savent pas où aller, avec des équipes qui doivent s'attendre. Et donc ça ne marche plus. Un des risques premiers, c'est finalement le désalignement, où on se rend compte qu'il y a des équipes qui font pas du tout la même chose que les autres équipes, alors que l'entreprise avait des ambitions, des objectifs qui étaient clairs. Hein, vous imaginez bien, si on a dit aux équipes juste, voilà, on doit traverser cette rivière et que derrière, c'est chacun pour soi, il y a une équipe qui peut décider de partir sur des tunnels parce que c'est vraiment leur spécialité, et l'autre équipe qui part plutôt sur un pont parce que c'est plus ce qui leur paraissait adapté. S'ils n'ont pas de mécanisme pour se mettre d'accord et s'aligner, on va se retrouver avec beaucoup de budget dépensé dans des directions qui n'aboutiront à rien. Du coup, comment on va faire? Comment on fait pour s'assurer que toutes les équipes sont alignées tout en restant agiles et sans arriver avec des process beaucoup trop lourds et contraignants qui limiteront la capacité à être agile des équipes et de l'entreprise? Déjà, on va revenir sur les bases de l'agilité. L'agilité, et donc je remercie Ahmed Sidki pour ce graphique, l'agilité, c'est avant tout un état d'esprit dans lequel on va essayer de l'expliquer via des valeurs, qui sont 4, alors on ne va pas les redire, vous les connaissez probablement, mais c'est 4 valeurs et 12 principes qui essaient de traduire ces valeurs, et au final, on se retrouve avec plein de pratiques différentes. Ces pratiques, de temps en temps, quelqu'un va les mettre ensemble pour faire une méthode. Extreme Programming, c'est un ensemble de pratiques. Scrum, c'est un ensemble de pratiques. Safe, c'est un ensemble de pratiques. Vous en connaissez probablement. Et tous les jours, il y en a qui vont être créés probablement. Donc ça, on veut rester agile, on veut comprendre qu'il y a plein de pratiques qui existent, qu'il y a des méthodes qui existent, qui en rassemblent un certain nombre de pratiques dans un cadre bien strict et définitif. Et défini, alors définitif non, la plupart non, mais en tout cas il est défini le cadre. Derrière, on va se poser la question finalement, qu'est-ce qui nous correspond? De quoi on a besoin? On a d'un côté, à gauche, le framework d'agilité à l'échelle existant, style Safe, Nexus, Less, Scrum at Scale, etc., etc. Il a l'avantage d'être déjà existant. C'est comme si on prend une voiture de série et qu'on essaie d'en faire une voiture de course. L'avantage, c'est qu'on ne part pas de rien. Il y a déjà quelque chose qui existe. Ça va être relativement performant. Par contre, on va avoir plein de contraintes, des choses dont on n'a pas besoin, des choses qui vont être pas adaptées à notre contexte. On essaie quand même petit à petit de faire en sorte que ça rentre, mais c'est pas adapté. Au départ, c'était pas fait pour moi, c'était plutôt générique, et du coup, je vais devoir me contraindre un petit peu et perdre forcément en capacité à aller le plus loin et le plus vite possible. À l'opposé, on a la méthode complètement custom, faite sur mesure, où on va aller piocher dans les pratiques existantes ou créer des pratiques soi-même pour arriver à quelque chose de plus performant dans notre contexte. Alors oui, c'est plus long, c'est plus cher, il y a plus de choses à apprendre, il y a probablement un droit à l'erreur dont on a besoin. Hein. Donc il n'y a pas de bonnes et de mauvaises pratiques, c'est pas prenez un framework existant, sinon ce sera trop cher et vous ne pourrez pas le faire. C'est pas faites votre propre framework, sans quoi vous allez fatalement vous retrouver avec quelque chose qui n'est pas adapté à votre entreprise. Il faut voir en fonction du contexte. Rien n'empêche de partir d'un framework existant et de petit à petit migrer en rajoutant, en modifiant des pratiques pour s'approprier et créer son propre modèle, ou faire le chemin inverse pour des raisons quelconques. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des performances suffisamment adaptées avec notre marché. C'est trop long, la mise en place de notre framework à nous. Donc, voilà. On a 2 chemins possibles. Ils sont pas une fois qu'on a commencé l'autre, on peut revenir vers l'un, et etc. Hein. Ce n'est pas définitif, encore une fois. Mais c'est les 2 grandes directions qu'on doit décider. Je vais à droite ou je vais à gauche. À vous de choisir en fonction de votre contexte. Sachez qu'à droite, ce sera plus cher et plus long.
À gauche, ce sera moins performant. Le manifeste agile à l'échelle, 4 valeurs. Donc là, dans l'agilité, on aime bien ça. On rajoute des manifestes, mais grosso modo, vous allez retrouver des choses assez communes. Vision partagée plus que processus aligné. Donc encore une fois, hein, c'est pareil que les valeurs agiles finalement. Le but, c'est que les gens aillent dans la même direction, plus qu'ils aient exactement les mêmes process. La croissance organise plus qu'une structure prédéfinie. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de structure, encore une fois prédéfinie à l'avance, mais il va falloir la faire évoluer en fonction du besoin. L'organisation performante plus que individuellement des équipes performantes. Et enfin, la responsabilisation d'équipes autonomisées, c'est-à-dire qu'elles ont le droit d'avoir un domaine de décision propre à elles, plus que des règles organisationnelles qui s'imposent à tout le monde de la même façon. Encore une fois, on ne peut pas non plus dire chacun fait ce qu'il veut. Donc il faut, comme toujours, en agilité, trouver le juste milieu entre ce dont on a besoin en termes de liberté et de partage des compétences et des partage des pratiques. Du coup, j'imagine que vous connaissez vous-même des pratiques déjà. Alors là, je vous donne un petit listing. Daily meeting, c'est une pratique agile. Synchronisation tous les jours de l'équipe sur quel est notre objectif du jour, où est-ce qu'on en est, comment on va s'organiser, est-ce qu'on a des problématiques à relever, la rétrospective d'équipe qui permet de faire de l'amélioration continue, le servant leadership qui permet de changer de posture pour les managers et les accompagnants, des équipes cross-fonctionnelles. Qu'est-ce que vous avez d'autre en tête comme pratique? Vous en avez, je suis sûr, plein. Alors du coup, dans le chat ou de vive voix, hein, comme vous voulez. Vous n'en avez pas d'autres? C'est les 4 seuls que vous connaissez? Non, je suis sûr que vous en connaissez d'autres. Management visuel. Ouais, management visuel, très bien. T'en as d'autres, Ellie, du coup, comme ça? Flux tiré, tout ce qui est Flux dans tiré. les pratiques qui permettent de lisser le flux. Ouais, donc là, effectivement, on est sur un ensemble de pratiques qu'on retrouve, par exemple, sur du Kanban. PI planning, effectivement. PI planning, c'est une pratique qui permet d'aligner des équipes et de détecter idéalement au plus tôt des dépendances. Le Tres Amigos de Benjamin. Petite dédicace à Benoît, j'imagine. Backlog grooming. Le backlog grooming ou refinement. Après, c'est les 2 écoles. Même chose, appelé différemment. La démo, PioSync. Donc voilà, vous voyez que finalement, vous en connaissez plein des pratiques. Ce ne sont que des pratiques. On peut les retrouver packagées déjà dans des frameworks existants. On peut créer ses propres pratiques. On peut aller en piocher dans des frameworks pour les adapter et les inclure dans notre propre pratique, notre propre méthode. Lean Portfolio Management. Donc on voit qu'il y a des gens qui sont plutôt de l'école Safe et d'autres plutôt de l'école Kanban. Mais effectivement, ce sont des pratiques qui sont tout à fait alignées. Du coup, alors pourquoi j'ai perdu la main sur le slide? Ah, voilà. Donc ça, normalement, c'était quelque chose qui était censé être caché. Donc il y en a plein. Vous pouvez retrouver, hein, donc dans la vidéo, un petit exemple, une liste d'exemples de patterns structurels qu'on va pouvoir retrouver. Il y a plusieurs catégories de patterns qu'on retrouve, que ce soit structurel, donc sur comment on est structuré en termes d'équipe et de fonctionnement inter-équipe. On est sur des patterns comportementaux, le slack time, que je recommande vivement à tout le monde. Laissez un peu de mou dans vos agendas pour pouvoir gérer les aléas, parce qu'il y en aura, et il y en a toujours. Le daily learning, qui est quelque chose de comportemental, se forcer chaque jour à essayer d'apprendre quelque chose, etc., etc. Il y en a plein. Vous pouvez aller piocher. Petite liste, alors bien entendu non exhaustive, de pratiques que j'ai appelées patterns, mais ce sont des pratiques finalement
techniques comportementales ou structurelles. De manière générale, s'il y a une chose à retenir, et donc ça c'est Steve Denning, pour ceux qui le connaissent, quelqu'un qui est qui a beaucoup d'influence dans le monde du produit et l'innovation numérique, qui, lors d'une interview, avait dit pour lui les 3 caractéristiques universelles qu'on retrouve dans toutes les organisations réellement agiles. C'est la loi des petites équipes, la loi du client et la loi du réseau. Et donc, quand vous voulez créer vraiment une entreprise agile, une organisation agile, pensez à ces 3 choses. Si vous avez ça, vous êtes déjà bien parti. Donc la loi du client, ça va être bien entendu écouter le client, mesurer le client, sortir de cette culture projet pour aller vers une culture plus produit. Et donc là-dessus, ça va dans le sens de ce que dit Paul dans le chat. Hein. La culture produit, alors c'est pas la photo de Denning, c'est possible, c'est peut-être pas une bonne photo. Il faudrait que j'aille regarder les sources de la photo. Merci. En tout cas, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, on y répondra tout à l'heure. Je vais laisser maintenant la main à Jean-Loup qui va nous montrer finalement quel a été leur chemin dans cette quête de l'agilité à l'échelle et comment ils ont hacké leur organisation. Merci Brice. Et merci Soud Partners de m'avoir invité, de m'avoir laissé la parole ce soir pour parler durant ce meet-up. Quelques mots sur moi. Donc, moi, c'est Jean-Loup. Mon parcours, ça a été plusieurs années en tant que consultant chez Octo Technologies où j'accompagnais des clients, notamment des clients pour le passage à l'agile. Ensuite, je suis passé chez Mythic. J'ai vu quelques têtes connues dans le groupe là. Chez Mythic où je m'occupais du mobile et je suis chez Dailymotion depuis 2017 où je suis vice-président en charge du produit B2C. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'évolution de notre organisation et surtout dans quel contexte on a fait évoluer notre organisation, cette organisation par défaut qui est agile chez nous et qui a subi de nombreuses modifications durant ces différentes années. Donc, pour vous expliquer finalement ces évolutions, il faut que je vous explique le contexte de Dailymotion. Et donc, Dailymotion, ça a été créé en 2005, donc ça fait un moment. Ça a été créé en 2005 et on a toujours été une plateforme de vidéo qui permettait en fait à sa création à n'importe qui, vous, moi, d'uploader une vidéo, de trouver une audience et éventuellement de monétiser cette audience. En 2015, on a été acquis par le groupe Vivendi et ça a été une formidable opportunité pour nous, 10 ans après notre création, de venir repositionner notre plateforme au sein d'un marché qui a énormément évolué. Forcément, en 2005 et 2015, le monde a changé, notamment le monde de la vidéo. Et en 2015, il a fallu qu'on se réinvente et qu'on repositionne la plateforme sur un marché ultra concurrentiel. Donc, depuis 2015, on est une vidéo qui permet de convaincre des partenaires de type média qui créent beaucoup de contenu vidéo, finalement, de surfacer leur contenu en priorité sur Dailymotion. Et donc, on se définit aujourd'hui comme une plateforme de vidéo premium. Ça a permis 2 choses. La première chose, c'est de cleaner finalement la plateforme, le contenu, l'audience, mais aussi le positionnement et la qualité du contenu pour rétablir finalement une relation de confiance avec les marques qui font de la publicité, puisqu'aujourd'hui, Dailymotion est encore une plateforme gratuite qui se rémunère basée sur la publicité. Et donc, recréer ce climat de confiance avec les marques qui souhaitent faire de la publicité, c'est hyper important. Pour cela, on est passé par une phase de construction, de reconstruction quelque part. On a refait la plateforme de destination, la partie B2C de Dailymotion que je gère personnellement. C'est le site web, les applications mobiles, les applications télé, mais aussi notre player qui est vraiment le nerf de la guerre et qui méritait un coup de lifting en 2015. On a aussi construit une offre B2B très importante pour nous qui inclut le player, une partie pour que nos partenaires uploadent leur contenu, suivent leur audience et leurs revenus, et aussi une stack de monétisation qui est une advertising stack
qui permet de créer une place de marché et vraiment maîtriser finalement de bout en bout la monétisation des vidéos. Benoît, si tu peux mute, ça peut nous aider. Destination là. Merci. Donc, finalement, comment ça fonctionne Dailymotion aujourd'hui? Ça commence avec notre player qu'on va offrir de manière tout à fait gratuite à nos partenaires. Nos partenaires étant des grands médias qui ont leurs applications, leur site web et qui produisent du contenu vidéo et qui souhaitent diffuser ces vidéos auprès de leur audience. Donc, on va offrir cette solution player et de monétisation à ces partenaires pour qu'ils intègrent notre player dans leur site. Et pour cela, ils uploadent leur contenu sur Dailymotion. Donc, lorsqu'ils utilisent notre player sur leur site, finalement, ça crée une audience déjà et ce qu'on appelle une audience off-site. Ensuite, avec le contenu qu'ils uploadent sur Dailymotion, nous, sur nos propriétés à nous, notre site web, nos applications mobiles, nos applications télé, on agrège l'ensemble de ce contenu pour offrir une expérience enrichie à nos utilisateurs, à nous, Dailymotion, et ça constitue une audience on-site. Finalement, cette audience, ça ne constitue que notre supply, notre offre sur le marché, avec une demande qui est la demande publicitaire. Donc, c'est marques qui souhaitent faire de la publicité et qui cherchent à trouver une audience. Et donc, on leur offre deux audiences, l'audience de nos partenaires et l'audience de Dailymotion. Et c'est comme ça que fonctionne notre business, puisque lorsqu'on arrive à mettre une pub en face d'utilisateurs, eh ben, on est payé en contrepartie. Finalement, c'est assez simple quand je vous le raconte comme ça, mais c'est très complexe à mettre en place puisqu'on a une plateforme B2B pour le player, on a une plateforme B2C pour nos utilisateurs, une plateforme B2B pour les advertisers. Donc, ça fait au final pas mal de complexité à prendre. Donc, au final, qu'est-ce qui provoque ces évolutions d'organisation et notamment la dernière que je vais vous écrire en détail? Pour cela, je vais remonter en 2017. Pourquoi 2017? C'est au moment où je suis arrivé chez Dailymotion. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce qui était en place avant. Il y a eu déjà pas mal de modifications d'organisation. Mais depuis que je suis arrivé, ce que moi, j'ai connu en tant qu'évolution chez Dailymotion, c'était en 2017. Et finalement, en 2017, on était dans un contexte où on était en pleine construction de ces stacks. La stack B2B, avec cette création d'espace pour nos partenaires, cette stack de monétisation qui n'existait pas, qu'on a construit from scratch, mais aussi une refonte de nos plateformes, les applications web, les applications télé, les applications mobiles. On a refait notre API, on est passé d'une API REST à une API GraphQL, et notre player qu'on a refondu complètement. À ce moment-là, on avait une organisation qui était vraiment basée sur un modèle qu'on appelle Spotify, autour de tribe et de squad. Et en fait, dans le détail, on avait pas mal de tribes. On avait des tribes très indépendantes les unes des autres qui avaient vocation vraiment à soutenir cette stratégie de refonte. Donc moi, je gérais la partie user product qui refondait finalement les applications télé, les applications mobiles, les applications web. Et en fait, on était plutôt indépendant de la partie partner qui, eux, construisaient from scratch une application pour nos partenaires, qui est un espace dédié B2B pour configurer le player, suivre l'audience, suivre la monétisation, uploader le contenu. Mais aussi, vous voyez la partie player qui est vraiment une tribe dédiée qui refondait le player. Et ensuite, on avait des tribes qu'on appelait enablers, typiquement data machine learning et engineering, ou le product design qui était en soutien des initiatives dans les différentes tribes. Très adapté au contexte dans lequel on était. Et si je fais un petit zoom sur la partie que je gérais, j'étais tribe lead sur la partie user product. Et finalement, j'étais assez indépendant dans la manière dont je mettais en place l'agilité dans mes équipes. Si je reviens sur les exemples décrits par Brice tout à l'heure, finalement, on était une organisation agile à notre échelle. On était une trentaine de personnes et donc on n'était pas dans l'over-complexification de notre organisation. C'était finalement 3 squads qui fonctionnaient de manière assez indépendante. On a nous-mêmes changé notre organisation plusieurs fois. Ça, c'est un modèle qui a été un instant T où on était plutôt organisé avec des équipes pluridisciplinaires et chaque squad était organisé autour d'un pan fonctionnel.
On a aussi dans un moment clé, dû changer les squads pour se réorienter vers des plateformes squads, c'est-à-dire une squad pour le web, une squad pour le native, une squad pour l'API, parce qu'à ce moment-là, on en avait besoin tactiquement de s'organiser de cette manière-là. Mais en tout cas, c'était une trentaine de personnes et au sein de la tribe, on s'organisait de manière assez indépendante et ça fonctionnait bien en 2017. C'est ce qui nous a permis de refondre la plateforme en quelques mois et de sortir un premier MVP sur le marché pour venir tester ce marché et s'assurer que notre nouveau positionnement fonctionne. Les mois passent, les années passent et le temps passe vite chez Dailymotion. Et finalement, quand on prend du recul à partir de 2019, et si vous voyez dans le timing des évolutions, il y avait un plan de 2015 à 2020 et un autre plan aujourd'hui de 2021 à 2025. Finalement, en 2019, c'est le moment de prendre du recul, de se poser les bonnes questions. Et aussi, c'est un moment où, lors des rétrospectives, lors des one-on-one qu'on a régulièrement, donc une des pratiques qu'on a, c'est one-on-one entre manager et manager pour écouter ce qui fonctionne moins bien et essayer de s'améliorer en continu. Finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de douleurs qui remontent des équipes et ces douleurs commencent à être les mêmes au sein des différentes équipes. Et ça, c'est déjà un signal très fort pour se dire, tiens, il y a sûrement un problème dans notre organisation. Face à ces plaintes et face à cette discussion, on décide à l'été 2019 de prendre du recul et de partir un peu au vert et de faire une série de workshops pour se poser les bonnes questions sur notre organisation et essayer de venir résoudre ces problèmes. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a priorisé les douleurs qu'on a entendues et qu'on a récoltées et on a essayé d'adresser les douleurs principales, les problématiques principales qu'on retrouvait. Finalement, on se rend compte à l'été 2019 que notre organisation qui était en place à ce moment-là était hyper bien pensée pour refondre des produits ou créer des produits, mais qu'en 2019, on n'était plus dans ce mindset-là. On était en train de faire croître notre audience et finalement, on était dans l'optimisation. On était passé par des gros projets transverses qui cassaient ce modèle de tribe indépendante. Par exemple, vous êtes tous passés, j'imagine, par cette fameuse phase de RGPD où il a fallu de manière transverse travailler entre toutes les équipes. Et c'est des moments où finalement on se rend compte que ces tribes de manière indépendante dépendent de plus en plus les unes des autres et donc ce jeu de dépendance crée des douleurs. On a priorisé 4 douleurs principales et on les a nommées de cette manière-là. Le premier souci qu'on avait, c'était un souci de ownership. Des équipes menaient des projets, dépendaient d'autres équipes, mais qui, elles, avaient d'autres priorités. Et donc, finalement, cette ownership diluée ne permettait pas forcément d'avancer. Et donc, on dépendait les uns et des autres et on ne savait pas si, lorsqu'on amenait un sujet chez quelqu'un, est-ce que c'était sa priorité ou pas, s'il ownait ce projet, cette dépendance ou pas. Et donc, on mettait du temps à sortir des projets. Ça a eu un impact sur le work in progress et le time to market. Il s'est passé quelquefois des mois avant qu'on sorte des choses en production. Le work in progress grossissait. On avait cette métaphore qu'on a beaucoup utilisée lorsqu'on a réfléchi lors de ces workshops. On avait l'impression qu'on gérait un aéroport, qu'on faisait décoller pas mal d'avions. Donc, c'est les initiatives, c'est les projets qu'on mettait en place. Donc, ça décollait. Qu'il y avait pas mal d'avions qui étaient en vol, mais que pas beaucoup d'avions atterrissaient à l'aéroport. Et donc, beaucoup d'initiatives étaient lancées, pas mal étaient en cours, mais pas grand-chose sortait en production. Ça avait un impact forcément sur la collaboration entre les équipes et in fine un impact sur la motivation des équipes. Et on avait anticipé à ce moment-là que si on ne le résolvait pas, on aurait eu un problème de rétention. Donc, à ce moment-là, comment on a décidé de hacker notre organisation et vraiment de repenser la manière dont on pouvait collaborer ensemble? On a décidé de traiter les douleurs point par point et un des premiers points, ça a été d'adresser opérationnellement les problèmes qu'on avait. Ces tribes indépendantes et pluridisciplinaires fonctionnaient dans un certain contexte, mais dans le contexte dans lequel on était, ça ne fonctionnait plus. On dépendait les uns des autres. On organisait à ce moment-là ce qu'on appelait des Release Planning Day,
qui consistait à se rassembler pendant 2 jours et à regarder la roadmap pendant un trimestre et d'essayer de résoudre toutes les dépendances, de se pitcher les uns et les autres les projets et d'essayer de prioriser tout ça. C'était assez douloureux, mais ça permettait quand même de déclencher un certain nombre de discussions. Pourtant, lorsqu'on exécutait le plan et lorsqu'on exécutait cette roadmap pendant le quarter, tout débordait, rien n'était très clair finalement grâce à ces petites discussions et beaucoup d'incertitudes restaient, ce qui faisait que les projets étaient assez douloureux à mettre en place. On décide donc de réduire ces incertitudes en amont et donc de créer des phases de discovery, ce qu'on appelle les discovery missions, qui durent 2 semaines maximum et qui cherchent à identifier une problématique, rassembler une équipe à même de répondre à cette problématique-là et de clarifier. Et au bout de 2 semaines, d'avoir un output très clair qui est voilà la question que je me posais, voilà les réponses, là où les réponses que je sors. Donc, ça peut être des analyses, ça peut être des user research, ça peut être même des POC techniques. Mais en tout cas, ces Discovery Mission, c'est vraiment pour enlever une incertitude qu'on a. Lorsque un certain nombre d'incertitudes, en tout cas les incertitudes principales sont levées, on peut donc partir en projet d'implémentation, ce qu'on appelle les delivery missions. Ces missions de delivery, puisqu'on avait un enjeu de time to market, on a décidé de se timeboxer et donc de garder des cycles de 6 semaines maximum sous forme de 3 sprints de 2 semaines. Et donc au bout de 6 semaines, on délivre en production la feature, là où les features. En tout cas, on doit apporter une valeur en production et ça, c'est systématique. On n'a pas un jour de plus. On peut prendre moins de temps que 6 semaines, mais en tout cas, on a maximum 6 semaines pour apporter ces features en production. Et enfin, on a un fil continu qu'on a appelé la ground lane chez nous. C'est vraiment des personnes qui ne sont pas en mission et qui sont dédiées à ground lane, qui sont là pour traiter tout ce qui n'est pas planifié, tout ce qui est imprévu ou tout ce qui est petit et qui se fait au fil de l'eau. Donc, ça peut être forcément les demandes de dernière minute ou ça peut être les soucis en production, la dette. En tout cas, ce sont des petits tickets et ces tickets, on les size à 1 semaine maximum. Si ça prend plus d'1 semaine, on va essayer de voir si c'est une discovery mission ou une delivery mission ou sinon, ça reste en grande ligne. Donc, quand je vous dis ça, je vous dis aussi qu'on casse le modèle de tribe et finalement, on constitue les équipes pour répondre aux missions. Donc, il n'y a plus d'équipe dédiée. On va constituer les équipes avec les talents dont on a besoin pour amener les missions à leur réussite. Et on va ensuite redispatcher les équipes pour les prochaines missions. Donc, ce modèle de tribe est donc cassé avec cette organisation. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet finalement d'organiser toute l'entreprise autour de cycles continus tout au long de l'année. Donc, c'est des cycles de 6 à 8 semaines. 6 semaines qui permettent de faire soit 3 Discovery Missions, soit une Delivery Mission, et 2 semaines de cool-down où on va prendre du recul sur le cycle qui vient de passer et on va préparer le cycle d'après. Et donc, toutes les 6 semaines, on va délivrer de la valeur en production, ce qui va donner une cadence et ce qui va nous permettre de retrouver finalement ce timing et cette cadence de délivrer de la valeur en production. La ground lane se faisant de manière continue tout au long de l'année, bien entendu. Quand je vous dis casser le modèle de tribe, ça change beaucoup de choses. Et finalement, on a dû réinventer de manière assez profonde des rôles et des responsabilités. 2 rôles particuliers à vous souligner ici. Le premier, c'est le rôle de DRI. Le DRI est vraiment un responsable fonctionnel ou technique de tout un scope. C'est la personne finalement qui amène les missions. Elle est responsable de faire évoluer son scope, de maintenir son scope et d'amener à avoir un maximum d'impact sur son scope. Donc, elle va lancer des missions, prendre des décisions, ajuster les scopes. Et surtout, ça va être le point de contact principal au sein de Dailymotion autour de son sujet. On a distingué le rôle de DRI de la partie delivery, donc ce qu'on appelle l'ADL chez nous, donc Accountable Delivery Lead, qui a pour responsabilité au sein des delivery missions de s'assurer qu'on délivre à temps. Donc, puisqu'on a une time box de 6 semaines, elle s'assure de la qualité, elle communique avec les différentes stakeholders, mais surtout, elle va pousser le DRI à prendre les bonnes décisions. Si jamais le scope est trop large, si jamais il y a des difficultés, elle est en charge de
lever le drapeau rouge, dire qu'il y a un problème et s'assurer que des décisions soient prises pour pouvoir délivrer en production à temps. Finalement, cette organisation est venue avec un certain nombre de challenges que je liste ici. Le premier, ça a été de clarifier les rôles et de faire en sorte que les personnes comprennent les rôles et responsabilités et de retrouver finalement des responsabilités claires. Lorsqu'on nomme des DRI, le DRI n'a plus beaucoup d'excuses puisqu'elle est en charge et finalement, elle doit prendre les décisions et faire en sorte de faire évoluer son scope, mais aussi c'est la personne vers qui on va aller de manière unique pour parler d'un scope ou proposer des nouvelles idées. Respecter la time box a été un vrai challenge puisque passer d'une phase où des projets avaient du mal à délivrer à se dire en 6 semaines, quoi qu'il arrive, il faut que ça délivre, il a fallu vraiment réadapter notre capacité à scoper et à prendre des décisions beaucoup plus rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour décider puisque les jours passent vite et 6 semaines, ça arrive vite. Donc, réajuster le scope même pendant la mission pour pouvoir délivrer quoi qu'il arrive en production. Et enfin, rester flexible sur les demandes qui apparaissent chaque jour. Et la Ground Lane permet vraiment d'adresser ces demandes non planifiées qui apparaissaient avant, mais qui tombaient quelquefois nulle part. Aujourd'hui, il y a tout un process qui est mis en place pour venir prioriser dans la Ground Lane et faire en sorte qu'on délivre. Donc, après à peu près, je dirais, 2 ans de mise en place de cette nouvelle organisation, on a quand même adressé les principaux problématiques qu'on avait. Le ownership, le time to market, la collaboration et finalement la motivation. Ça, on l'a vraiment ressenti après quelques mois de mise en place. On a vraiment senti qu'on avait réussi à adresser ces points. Une des choses forcément qui nous a tous impactés, c'est le Covid et forcé à travailler en remote. Nous, ça a été vraiment un game changer pour nous puisque ce rythme-là sur 6 semaines et cette cadence-là a fait que lorsqu'on est passé en remote, on n'a rien perdu dans notre capacité à délivrer et à délivrer à temps. Les rituels ont lieu, c'est toute l'entreprise qui est rythmée autour de ces rituels-là et qu'on soit en présence au bureau ou en remote, on a vraiment réussi à garder une cadence et une organisation qui fonctionnait en remote. Enfin, le dernier point que je souhaitais souligner ici, c'est que je n'ai pas la prétention de dire qu'on a trouvé une recette qui marchera partout. C'est vraiment une recette qui fonctionnait chez nous, dans notre contexte, et vous avez vu que notre contexte a changé plusieurs fois. Et cette manière-là de s'organiser, ça a été une réussite grâce au fait qu'on s'est pris en main, qu'on a pris de recul pendant ces off-sites et qu'on s'est adapté de manière très forte à ce moment-là parce qu'il y avait un besoin. Donc, prenez du recul et adaptez votre organisation par rapport aux problématiques que vous adressez. Si vous voulez en savoir plus, on a documenté cette transformation aussi dans un article de blog que vous pouvez retrouver ici. Et en 2019, en fait, quand on travaillait sur cette organisation, Basecamp avait aussi théorisé et documenté une organisation semblable à la nôtre autour d'un document qui s'appelle ShapeUp que vous retrouvez sur ce lien également. Merci à tous. Merci beaucoup Jean-Loup, merci beaucoup Brice pour vos 2 présentations. On va maintenant passer à la session de questions-réponses où j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le fil de discussion. Oui. Si tu es d'accord, Brice, je propose qu'on commence par les questions de Jean-Loup, vu qu'on vient juste de terminer sa présentation. Oui, aucun problème. Alors, je vais essayer de les dérouler un petit peu dans l'ordre. C'est Nicolas qui avait demandé les workshops pour définir la nouvelle organisation se sont faits avec quelle partie prenante? Ouais. Alors, ça a été un process qui a pris quelques semaines. On a commencé en très petit comité, donc on était avec le COO et je crois qu'il y avait 5 VP Product, VP Engineering. On a, je pense, drafté les premières problématiques et des premiers éléments de réponse. Et petit à petit, on a étendu, je dirais, au senior leadership. Il y a à peu près
une dizaine, quinzaine de vice-présidents et de directeurs chez nous. Et donc, on a étendu pour avoir toutes les parties prenantes et inclure toutes les tribes, on va dire, dans cette réflexion-là, avant de sortir une organisation finale. Donc, on a cherché vraiment à impliquer dans la réflexion et dans la genèse de cette organisation toutes les parties prenantes. Donc, tout le monde a été consulté, soit pour construire, soit pour challenger les solutions qu'on avait mises en place. Merci. Du coup, je passe à la question suivante de Yann. Est-ce que les équipes elles-mêmes sont stables ou est-ce que vous tapez la pyramide de Tuckman toutes les 6 mois? Alors, je ne connais pas le principe de la pyramide de Tuckman. Je suis désolé, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Yann, Mais si du tu coup, tu peux as corriger. répondu plus tard, c'est que tu as dit que non, les équipes finalement Non, la étaient réponse pour recréées à chaque fois. le non, c'était pour est-ce que le DRI est un single point of failure. D'accord. La pyramide de Tuckman, c'est quand une équipe se crée, ça passe par des étapes forming, storming, norming et performing. Où au début, tout le monde est en mode t'es qui toi, après chacun se bat pour avoir sa place. Après, chacun a sa place, mais t'as pas encore une équipe. Tu as juste des individus qui ont arrêté de se taper dessus. Et après, vraiment, on sait s'appuyer sur les points forts et faibles des autres pour être meilleurs ensemble. Alors, on a eu quand même la chance d'avoir des équipes. Alors, depuis 2017, on a quand même des équipes stables. On a de la rotation comme dans toutes les équipes, mais c'est quand même des équipes qui relativement sont stables. Un peu de départ, un peu d'arrivée, et donc tout ça organiquement se fonctionne bien. Il ne faut pas oublier qu'on vient de Tribe, et donc des équipes qui fonctionnaient très bien ensemble, et donc ils ont développé une expertise. Les missions tournent quand même autour de pans fonctionnels qui font appel à ces expertises. Donc, c'est des gens qui sont habitués à travailler ensemble. Par contre, là où elles étaient dans des squads dédiés, où elles avaient tout un pan fonctionnel clair et elles ne travaillent que sur ça, aujourd'hui, elles peuvent être amenées à travailler sur différents pans fonctionnels, mais toujours sur leur domaine d'expertise. Donc, la collaboration, elle est relativement fluide. Je ne te cache pas qu'il y a des missions qui fonctionnent plus ou moins bien selon les personnes, mais à force d'itérer, comme ça se fait toutes les 6 semaines, finalement, tout le monde travaille avec tout le monde. On a la chance quand même d'avoir une culture très bienveillante et tout le monde est prêt à travailler avec tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises, mais en tout cas, la collaboration est assez fluide. Et donc, oui, on passe par ces différentes phases, mais elles sont très rapides. Et lorsqu'il y a des problématiques, on essaie de faire des discovery missions pour que les équipes se rassemblent et commencent à travailler ensemble avant de rentrer dans le rush des delivery missions où on a vraiment 6 semaines pour délivrer. Merci. Je passe du coup à la question suivante de Paul. Quand vous dites besoin de Discovery Mission, est-ce que cela est lié au fait que vos backlogs de sujets manquaient de maturité pour que les livrables soient associés clairement à des chiffrables non, pour que les livrables associés soient clairement chiffrables et planifiables? Pas facile comme question. Alors, oui et non. Oui, sûrement. Il y avait sûrement des sujets qui manquaient de maturité pour réellement rentrer dans la roadmap. Mais on a eu aussi pas mal de sujets qui étaient mûrs, mais à l'implémentation, comme d'hab, il y a eu des surprises finalement. Et ces surprises, c'est la vie. Et quelques discussions bienvenues un peu en amont, avec les bonnes personnes dans la bonne salle, auraient sûrement permis de clarifier ça plutôt que de le clarifier pendant les projets. Et le but des Discovery Missions, ça a été surtout ça, de mettre les bonnes personnes au bon moment ensemble et créer l'espace et le moment de concentration de toute l'équipe autour d'un sujet. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, on pouvait soit le faire en release planning day, soit le faire en meeting dédié, mais finalement, tu prends 1 heure dans l'agenda de quelqu'un qui est déjà sur 3 sujets, c'est compliqué. Maintenant, autour des missions, on clarifie tout ça, on dit c'est ta priorité. En fait, tu vas travailler que sur ça pendant 2 semaines, et donc tu es vraiment dédié à ça, et ça a permis aussi de concentrer les efforts des différents talents pour résoudre un problème ou lever une incertitude. Ça, c'était pour moi le game changer. Et donc, ça nous a surtout permis donc, on n'est pas non plus dans l'écriture de spécifications fonctionnelles ou techniques comme dans un cycle en V. On est plutôt à se dire, c'est quoi les gros sujets ou les gros inconnus? On essaie de clarifier ça avant d'engager. J'espère que ça a permis de répondre à la question. Voilà. Alors, si c'est bon, Yann demande comment est valorisée la Grand Lane, à moins que ce soit la punition.
Eh ben, ça a été une vraie inquiétude lors de la réflexion au workshop, en se disant qu'il ne fallait pas transformer la Grand Lane en punition. Et finalement, il y a vraiment des contextes différents et une valorisation différente. La valorisation de la Grand Lane, on a mis un peu de temps, mais on essaye après chaque cycle ou sprint, maintenant on le fait toutes les 2 semaines, de montrer tout ce qui a été délivré en Grand Lane et de montrer la valeur que ça apporte. Donc ça, c'est communiqué au même titre que les missions lors des démos. Mais aussi, c'est aussi la capacité de délivrer plus vite en production. Donc en Grand Lane, c'est au bout d'une semaine, tu délivres en production et c'est 1 semaine maximum. Et quelque part, comme tout le monde, on a besoin aussi de petites victoires, les victoires qui font que j'ai fait quelque chose aujourd'hui et j'ai accompli quelque chose. Et la Grand Lane, personnellement, je la valorise de cette manière-là. C'est une somme de petites victoires et elles sont rapides et elles ont été sizées pour ça. Donc je sais que quand je prends un ticket, je le dépile et que je vais l'amener en production. On n'a peu eu de plaintes de la punition. En réalité, c'était plus un concern qu'on a eu en workshop plus que dans la réalité. On a même des personnes qui nous ont dit qu'ils préféraient travailler en Grand Lane parce que ça allait plus vite. Donc, pas eu ce problème. Super, merci. Merci. Alors, je passe à une question de Ellie qui dit, donc j'ai peut-être raté quelque chose, mais comment se fait l'affectation des missions aux équipes? Est-ce que c'est par auto-affectation? Est-ce que c'est plutôt un choix par les managers en fonction des compétences? Et à quelle fréquence cela tourne-t-il? Est-ce que les personnes qui font du Grand Lane font-elles ça, par exemple, pendant 1 an? Alors, super bonne question. On a ce qu'on appelle un ranking, mission ranking toutes les 2 semaines et mission staffing toutes les 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines pour les Discovery Missions notamment. Donc, il y a la liste des initiatives qui sont amenées, qui sont assez matures, soit pour être en Discovery, soit en Delivery. Et on va donc les prioriser les unes par rapport aux autres. Et ensuite, lorsque ces missions sont rankées, donc la mission, pour qu'elle soit éligible en ranking, il faut qu'on sache de quel talent on a besoin pour accomplir cette mission. Et donc, après le ranking, tout simplement, on va le prendre par ordre de priorité. Et c'est effectivement les managers, soit les engineering managers, soit ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, les craft leads, qui viennent, qui vont regarder quel est le besoin et qui regardent soit qui est la meilleure personne pour pouvoir adresser ce sujet-là, si c'est un sujet de discovery, soit aussi lors des one-on-one, quelle est l'évolution que je souhaite par rapport au talent que j'ai dans mon équipe pour pouvoir les affecter aux différentes missions. Donc, c'est bien les managers en fonction des compétences ou de l'évolution souhaitée des personnes qui vont les placer. Et donc, ce mission staffing a lieu toutes les 2 semaines pour les Discovery Missions et en cool-down, donc toutes les 6 semaines pour les Delivery Missions. Les personnes en Grand Lane sont rarement en continu en Grand Lane. C'est vraiment une rotation qui s'opère. Et donc, les personnes en Grand Lane vont quelquefois passer 1 sprint, 2 sprints en Grand Lane, maximum, je pense, 1 cycle en Grand Lane, et ensuite, ça repart en Discovery ou en Delivery Mission. C'est bon pour Merci. Ouais, c'est bon, merci, ça répond à la question. Benoît demande si tu peux remontrer le diagramme des cycles. Alors, bien sûr. C'était celui-là, Benoît? Ouais, j'imagine. Il n'y avait pas de question là-dessus. Je passe à une autre question de Yann qui a demandé comment le Covid a-t-il impacté ou non tout ça. Alors, je l'ai dit un petit peu enfin, mais ça a été un vrai test pour notre organisation. Et avec du recul, je pense que si on était resté dans l'organisation d'avant, aujourd'hui, on serait mort avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on dépendait tellement de synchronisation informelle, des efforts des uns et des autres pour se synchroniser, que le passage forcé en remote, et on est passé en remote en 24 heures,
C'est-à-dire que je pense que Emmanuel Macron avait annoncé le confinement pour le mardi et nous, une semaine avant, on s'était déjà mis en full remote. C'est-à-dire que la DRH avait déjà dit tout le monde travaille chez eux une semaine avant. Et donc, en 24 heures, on est passé en remote. Si vous vous souvenez, à ce moment-là, en tout cas pour ceux qui étaient à Paris, on a eu une période en décembre qui était une période de grève déjà. Donc, on avait déjà été forcé quelque part à faire du remote. Et donc, on avait eu ce test-là. Mais nous, finalement, rien n'a beaucoup changé dans nos rituels. Tous les rituels, tous les cycles étaient déjà posés dans les agendas. Et finalement, on est passé du jour au lendemain en full remote sur exactement la même organisation. Bien sûr, beaucoup de choses se sont faites via Zoom, mais finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, ça nous a peu impacté et ça a plutôt été un test où on s'en est très bien sorti, je pense. Et ça ne vient pas que de moi, ça vient vraiment, c'était le feedback des équipes en général, que cette organisation nous a été vraiment remote compliant. Et enfin, Chapeau bas. Ouais. J'ai peut-être la dernière question pour toi, de Katia. Donc, avez-vous été accompagné dans cette restructuration et quel a été le déclencheur de cette remise en question, mis à part les problèmes qui remontent en face à face? Alors, non, on n'a pas été accompagné dans cette restructuration. Je pense qu'on était quand même quelques-uns qui avions soit fait ça par le passé, soit qui finalement se sentaient assez matures pour pouvoir le faire. Ça a été une de nos chances et je pense que si vous souhaitez lancer ce genre d'initiative mais que vous ne sentez pas les épaules pour y arriver, faites-vous accompagner parce que c'est quand même des gros changements et des changements en profondeur. Déjà pour réfléchir aux problématiques, trouver des solutions et ensuite communiquer ces changements aux équipes. La communication aux équipes a été un élément clé pour la réussite de cette organisation, puisque une fois que c'est pensé, ceux qui ont travaillé sur les problématiques et qui ont réfléchi forcément sont dedans et savent ce qu'on cherche à adresser, mais les équipes qui au quotidien sont en train de délivrer, sont opérationnelles, elles n'ont pas forcément le recul et donc la communication a été vraiment clé. Et donc nous, on a tout fait en interne. Le déclencheur, ça a été surtout les signaux faibles qui sont remontés en one-on-one, mais aussi, comme il y a une forte collaboration et une bonne... Tout à l'heure, je disais, nos équipes sont ont une dynamique très positive dans leur collaboration. Quand on a senti que ça commençait à coincer à droite, à gauche, c'était vraiment ça l'élément déclencheur. Et donc... ces frictions-là. Et donc, c'est simplement notre CEO qui nous a dit, bah, voilà, par rapport au plan qu'on a, il va falloir se reposer des questions parce qu'il y a trop de douleurs et trop de frictions qui vont nous empêcher de passer à cette prochaine étape. Et donc, il faut qu'on anticipe ça pour ne pas attendre que tout le monde s'en aille avant de pouvoir reconstruire. Donc, vraiment, c'est ça les éléments. En tout cas, il y a pas mal de signaux faibles qui ont été pris en compte à ce moment-là. Marut, tu as levé la main. Je t'en prie. Ah, c'est venu rapidement. Bon, et en fait, je me demandais, en t'écoutant, si tu devais, tu n'es pas obligé, mais si tu devais faire un clustering en hiérarchie des facteurs en bloc qui ont fait que vous avez réussi, d'accord? Même si on peut se reposer la question chaque année, d'ici 1, 2, 3 ans, peut-être que ton opinion changera, mais si tu devais le faire, est-ce que, je ne veux pas influencer ta réponse, donc je ne vais pas donner d'exemple, mais si tu ne comprends pas la question, dis-le-moi s'il te plaît. Je peux la reformuler. Qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi? Ouais. En gros, l'hypothèse que j'ai dans ma tête, c'est que ce n'est pas les ground lanes, les trucs en trois, enfin, l'operating model en 3 couches, en multimodal, quoi. Ouais, alors, quand je t'écoute, j'entends d'autres choses. Alors, je ne sais pas si je vais répondre exactement, Marou, tu n'hésites pas à reformuler.
une discussion. Pour moi, un des facteurs de réussite de cette organisation, ça a été déjà les organisations qu'on a eues auparavant, où je disais dans la tribe, on a déjà changé 2 ou 3 fois de modèle. Et donc, il y a eu cette habitude du changement. Donc, les gens n'ont pas pris ça comme une douleur, ce changement-là. Donc, ça, c'était un des facteurs clés. Et donc, nous, on était prêts à faire des gros changements, puisqu'on avait habitué aussi les équipes à s'adapter au contexte et à toujours changer. Le deuxième point, ça a été de dire, grâce à cela, on va enfin délivrer en prod rapidement. Et ça, c'était une des plus grosses douleurs. Je parlais de victoires tout à l'heure, de petites victoires. On manquait de victoires. Et donc, amener ces choses-là en production, ça a été un facteur de réussite, puisque la motivation vient avec ce delivery en production et ce delivery avec impact, puisqu'on inclut dans tout ça la mesure de l'impact et s'assurer qu'en cooldown, on redise aux équipes, voilà ce qu'on a délivré, voilà l'impact qu'on a eu en production. Et ça a été, en tout cas, comme ça, live, 2 éléments clés de la réussite de cette organisation. Ah, super, super. Mais je t'ai très bien écouté. Je pense qu'il y a d'autres choses que vous avez bien faites, dont tu as parlé. Par exemple, je ne sais pas si je peux le faire. Je peux jouer un miroir si tu veux. Mais ce que j'ai entendu, c'est que la communication et la cohésion entre les équipes, c'est pas facile de se faire repositionner et changer d'équipe toutes les semaines. En fait, c'est très irritant pour le statut de quelqu'un en équipe. Donc là déjà, pour moi, c'est des signes d'une organisation qui est très healthy. Je ne sais pas comment on dit en français. Il y a d'autres choses que j'ai entendues. Tu l'as mis en premier. Il y a la partie operating model que vous avez fait, ce qu'on appelle nous du multimodal. C'est exactement ça. C'est une multi-speed en fait, mais qui change. Il y a aussi le fait que vous avez contrebalancé. En t'écoutant parler, j'ai compris que tu t'occupais que on balançait les alignements, la communication et le vrai travail. En gros, le phase de concentration, on peut vraiment bosser. Et ça, en équipe, même si ça semble c'est trivial, mais je vois souvent des équipes où les gens ne peuvent pas bosser, hein. Ils ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai que quand tu es dans le jus de tes sujets et qu'il y a d'autres sujets qui arrivent, c'est aussi ça un du succès de la Ground Lane, c'est qu'on a dédié un espace et des gens sur s'il y a un truc de dernière minute et que tu veux solliciter, va voir la personne en Ground Lane, elle est là pour ça. Et donc, elle est prête à être sollicitée versus des personnes qui étaient déjà sur 3 projets en même temps et en plus, on la sollicite sur quelque chose d'autre. Et donc, ce moment de concentration, on le crée et c'était hyper important. Ouais. Merci pour ta réponse, ça m'aide beaucoup. Merci. Pour ta question, Elie, je te donne la main, Elie. Ouais, merci. En fait, tu as parlé des nouveaux rôles là, que vous avez mis en place. Tu as parlé du DRI et de ADL. Déjà, j'ai un peu de mal à comprendre vraiment le positionnement du DRI parce que dans son périmètre, tu as indiqué qu'il y avait à la fois les domaines fonctionnels et les stacks techniques. Donc, est-ce que c'est une personne qui a à la fois un rôle orienté fonctionnel business et à la fois un rôle technique qui cumule les 2 casquettes ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai compris de travers? Et puis au-delà de ça, donc après, donc tu as des équipes qui fonctionnent en Scrum et en Kanban, donc avec les rôles que ça présuppose, notamment, je suppose quand vous parlez de Scrum. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres rôles dont j'arrive pas forcément à cerner le positionnement? Tu as parlé de engineering manager, tu as parlé de craft lead. Finalement, alors c'est peut-être une question un peu fourre-tout, mais j'ai du mal à me rendre compte vraiment je vais pas dire la pyramide, mais en tout cas de l'organisation en termes de rôle que vous avez mise en place vraiment pour que les équipes fonctionnent, mais qu'il y ait vraiment du lien aussi entre les entre les différentes missions. Oui, bien sûr. Donc, j'ai pas de slide là-dessus, donc j'ai pas de support pour clarifier ça. Mais pour ton premier point, DRI, c'est soit fonctionnel, soit technique. Donc, je l'ai mal identifié sur les slides, mais soit tu as une responsabilité fonctionnelle, soit une responsabilité technique. Et donc, non, on ne demande pas à tous les DRI d'avoir double casquette. Et il y a des personnes qui. Donc, j'ai des product managers dans mon équipe qui sont forcément DRI, et il y a des profils techniques qui sont aussi DRI de stack technique. Ensuite, dans l'organisation, on distingue différentes choses. Donc, on a ce qu'on appelle un career path, donc vraiment qui permet d'avoir différents niveaux et différents niveaux de hiérarchie dans l'organisation.
Donc, ça part d'un niveau 1 qui est junior software engineer à software engineer à senior software engineer à un pass plutôt d'expertise, donc staff engineer, principal engineer, etc. Ou sinon un chemin plus de management qui te passe direct engineering manager, director of engineering, VP of engineering, par exemple. Donc finalement, j'utilise du jargon interne, mais au final, on a des skills. Donc, on va avoir une directrice of engineering qui va gérer tous les fronts, qui sont des talents qui savent faire du JavaScript React. Et donc, elle va gérer ce pool de talents-là. Et c'est elle qui va vraiment animer cette communauté de développeurs, faire en sorte qu'ils échangent entre eux et faire en sorte de les staffer soit en ground lane, soit en mission. Et ensuite, les teams se font et se défont au fur et à mesure des missions. Mais les ground lane, il y a une espèce d'expertise technique / fonctionnelle sur un pan. Donc, on a, par exemple, sur le B2C, on a une ground lane sur le web pour s'assurer que quand il y a un sujet sur le web, il y ait des personnes dédiées sur le web pour la partie B2C. Il y a une autre ground lane fonctionnelle technique sur le player, par exemple. Le player B2B, c'est une équipe dédiée avec une ground lane dédiée. Et donc, ça, c'est toujours une organisation qui a lieu, notamment pour adresser les ground lanes. D'accord, mais je pense qu'on prend un petit peu. Mais par exemple, voilà, vous aviez un modèle avec quand même un certain nombre de tribus finalement qui étaient orientées plus fonctionnellement. Aujourd'hui, vous êtes orienté plus par mission où les personnes peuvent travailler sur des pans fonctionnels différents, mais je suppose qu'en termes de nombre de personnes, je ne sais plus si tu avais donné le nombre, mais ça reste quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc, je suppose que ces personnes-là, enfin, vous avez des orientations stratégiques chez Dailymotion et l'objectif, c'est de faire en sorte que il y ait un alignement finalement de tous ces collaborateurs pour travailler dans le même sens. Donc là, je comprends que les équipes, elles ont sans doute leur product owner, leur facilitateur, leur delivery accountable lead, ce genre de choses. Mais est-ce que vous avez des personnes finalement qui ont vraiment une vision portefeuille justement et qui arrivent à faire en sorte que les directives stratégiques, elles infusent jusqu'aux équipes? Parce que j'ai pas senti la représentation de ça. Alors, peut-être que ça existe, mais comment ça se matérialise? Alors, oui, tout à fait. Donc, personnellement, je suis VP Product sur la partie B2C. C'est moi qui vais établir la connexion avec le C-level pour comprendre la stratégie et ensuite l'exécuter. Et donc, on va traduire cette stratégie et ce budget en 500 d'initiatives. Dans mon équipe, j'ai 5 DRI et donc je suis en charge de tout ce pan fonctionnel qui est le B2C, donc les applications web, les applications télé, les applications mobiles. Et donc, on va créer les features, les expériences et les amener en mission, soit en discovery, soit en delivery. Et on va constituer les équipes autour de ça. Les équipes constituées autour de ça, restant du domaine de l'expertise B2C, soit front, soit back, soit machine learning. Mais on va mélanger tout ça. Mais il y a quand même des personnes qui sont plus à même de travailler sur la recommandation sur Dailymotion. Et c'est pas n'importe qui peut travailler là-dessus. Et pourtant, les personnes qui travaillent sur la recommandation sur Dailymotion, c'est des machine learning engineers qui font partie de la craft machine learning, mais c'est une ou deux personnes dans cette craft-là qui sait adresser ces sujets-là. Et donc, il y a quand même des profils plutôt dédiés à cela, parce qu'ils ont ce domaine d'expertise technique, mais aussi une compréhension fonctionnelle. Ok, et ça correspond à combien de personnes finalement au total, toute cette organisation-là? Alors oui, c'est d'ailleurs la question de Benoît. Aujourd'hui, Dailymotion, c'est à peu près 300 employés, dont une grosse moitié dédiée Product Engineering, ce qu'on appelle Operations. Merci, j'ai plus de questions. Je laisse un peu la parole aux autres. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup pour Jean-Loup? Ouais, je peux y aller avec la question classique. C'est qu'est-ce qui vient next? C'est la question, enfin, bateau, quoi, un peu, mais c'est très utile, je trouve, pour moi. Et, J'ai pas quels sont vos plans? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est quoi la prochaine étape? Continuous improvement. Ouais, tu vois, c'est la question classique. Tu vois. Ouais, tu parles en termes d'organisation ou en termes de plateforme?
Bah, tout, justement, parce que vous faites beaucoup de choses. Ouais, on a je montrais tout à l'heure une stratégie qui était en bucket. Donc là, l'année dernière, on vient d'achieve le plan en 2015 et 2020. Là, on a un plan en 2021 et 2025. On communiquera dessus plus tard. Je pense plus tard, soit cette année, soit l'année prochaine. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur cette nouvelle stratégie. Mais ça s'accompagne aussi d'une évolution de l'organisation pour supporter cette stratégie qui est globalement, on a construit des assets pendant plusieurs années pour positionner Dailymotion. Maintenant, c'est une accélération pour faire grossir tout ça. La partie B2C et donc la partie offre B2B, pardon, la partie offre B2B qui est une vraie offre en elle-même et la partie B2C où il faut qu'on scale et qu'on arrive à un niveau de croissance pour venir titiller nos énormes concurrents que sont les autres plateformes vidéo. Et en termes d'operating model, vos multiples couches, votre organisation qui est un peu hybride, un peu fonctionnelle, mais aussi avec de la flexibilité, vous êtes satisfait là ou vous allez continuer comme ça? Alors, on est satisfait, on est toujours à l'écoute. Donc, on fait bien sûr des rétrospectives sur les missions, mais aussi dans l'organisation. Et donc, pour le moment, on n'a pas de gros pain points qui sont remontés comme on avait eu en 2019. En tout cas, on ne sent pas les équipes en énorme souffrance. La souffrance principale aujourd'hui, c'est le rythme et le remote qui pèsent finalement. Et ça, ce n'est pas des problématiques d'organisation en elles-mêmes. Mais pour répondre directement à ton point, dans les prochains mois, semaines, mois, je ne vois pas notre organisation changer. Maintenant, en 2022, on verra. On change tellement souvent on ferme la porte à rien du tout. Donc, c'est possible. Merci. Merci. Je propose de repasser à toi, du coup, Brice. J'avais noté une question de Mansour. Si je ne dis pas de bêtises, c'était quand tu étais sur la slide avec les deux voitures. Donc, il demande comment s'assurer de la cohérence de ce nouveau framework fait maison. Ok, donc comment... Voilà, c'est bon. Comment finalement s'assurer qu'on est parti dans la bonne direction? C'est ça? Alors, en général, Oui, c'est ça. n'importe quel changement d'organisation, en tout cas si on veut mettre en place l'agilité à l'échelle ou n'importe quelle transformation, doit répondre à un besoin autre que juste se transformer. Donc on l'a vu, parmi les raisons qui t'ont poussé à changer ton modèle organisationnel pour aller vers l'agilité à l'échelle, tu as choisi de faire un modèle custom, fait maison, en utilisant des pratiques. Ce qui va te permettre de savoir si tu vas dans le bon sens, c'est déjà est-ce que les résultats par rapport à ce qui m'a poussé à changer vont dans le bon sens. Si ton but était de diminuer ton time to market mais qu'il augmente, c'est que clairement, la façon dont tu t'es organisé, ça ne marche pas. Mais également, et donc comme disait Jean-Loup, c'est très important, comment se sentent les gens dans cette réorganisation? Est-ce qu'ils se sentent perdus? Est-ce que ça leur va? Est-ce que ça marche? Est-ce que la grogne est de plus en plus forte? Est-ce avant on avait quelques dépendances, on en a encore plus aujourd'hui? Est-ce qu'on est complètement dépendant du fait de se voir tous ensemble tous les jours, sans quoi ça marche plus? Donc finalement, ce qui va te dire oui ou non, je suis en train d'aller dans la bonne direction, c'est ce qui t'a poussé à changer ton modèle. Est-ce que ça s'améliore ou pas? Et est-ce que les gens qui participent à l'effort de création le vivent bien? Donc ça passe par des enquêtes internes. Comment vous vous sentez dans cette réorganisation? Parmi ce qui a changé, qu'est-ce qui pour vous est aujourd'hui un frein? Donc ça peut être des questions. Alors parfois, il faut anonymiser, il faut faire des choses comme ça pour que les gens puissent parler de manière vraiment spontanée et sans avoir peur que ça soit retenu contre eux. Et ensuite, il faut avoir des métriques produits, des métriques associées à tes ambitions de transformation et ensuite les piloter. Mais bien entendu, entre j'ai adopté une nouvelle pratique et ça a un résultat sur ce pourquoi j'ai changé, c'est pas instantané.
C'était qui avait posé la question pour le coup, Aurélien? J'ai oublié, excuse-moi. C'est moi, merci beaucoup. Ok. Bah, du coup, est-ce qu'il y a d'autres... Il y a d'autres questions pour Brice ou pour Jean-Loup? Quelle heure il est? On est prévu jusqu'à 20h, on est encore dans les temps, c'est bon. À 20h00, le Zoom s'arrête. En attendant, dans si ce jamais il y cas-là, a des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas dans les commentaires à laisser soit une petite note de ce que vous avez pensé du meet-up ou quelque chose qui vous a déplu, qui vous a plu pour qu'on puisse s'améliorer pour les prochaines fois. En tout cas, s'il là, n'y a je pas peux en d'autres poser une questions... ou... Oui. Ah, d'accord. En fait, j'en ai une dernière, c'est là, quand on fait du changement en général, il y a une ou plusieurs phases de, enfin, un trou de productivité. C'est normal, c'est l'investissement. Mais Bien là, voilà, vous êtes passé par là pendant la Covid, je veux dire, ça a duré combien de temps? Le management est resté calme? Ils ont essayé d'intervenir? Enfin, comment s'est passée la partie perte de productivité, voilà, terme de management qui veut un peu rien dire, mais et tout dire, jusqu'à ce que vous ayez stabilisé la situation? C'est dédié à Jean-Loup, on est d'accord la question. Ouais, voilà. En ce qui concerne voilà, le management, quoi. Comment a été leur... Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais nous, on n'a pas eu de perte de productivité en soi. Franchement, et en plus, on essaie de prendre du recul. On a délivré en quantité et en qualité. On n'a pas perdu à peu près le même nombre de missions, soit Discovery, soit Delivery. Et donc, ça a été hyper smooth. Donc, on n'a pas eu besoin de gérer ça. On a fait très attention à la surchauffe. On a senti les gens peut-être, on a senti trop connectés à un moment donné et donc trop peut-être impliqués sur le succès des différentes missions. On va dire que en décembre 2020, ça a été un bon moment pour tout le monde pour souffler. On a fait une grosse année en remote, en mission avec un gros rythme, mais en termes de productivité, très satisfait. Il n'y a pas eu de sujet. Merci, super intéressant. Qu'il n'y ait pas de... Voilà, c'est pas le cas normal, en fait. Mais c'est bien. Ouais. Et d'ailleurs, on s'est dit que l'organisation, en tout cas le framework qu'on avait mis en place, participait beaucoup à garder cette cadence et ce rythme-là, puisque autour d'un rythme de 6 semaines, 8, avec ces 2 semaines de cooldown, tout le monde savait ce qui se passait à quel moment, et donc il n'y a pas eu beaucoup de flottement par rapport à ça. On peut avoir le lien dans le chat de l'article Medium pour se documenter un peu plus sur le case. Bien sûr. Merci. C'est Jean-Loup. Allez, on prend une dernière question de Katia. Je crois que c'est pour toi, Brice. Lorsqu'on sait qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'organisation, mais qu'on n'arrive pas exactement à le déterminer, y a-t-il des pratiques qui permettent d'investiguer et de mettre à jour ces problèmes? Oui, heureusement qu'il y en a. Il y en a plein, j'ai envie de dire. Ça va dépendre un peu de ton contexte et des outils avec lesquels toi, tu es plutôt à l'aise. Premièrement, s'il y a quelque chose qui cloche, il faut arriver à déterminer qu'est-ce que c'est qui cloche. Est-ce que c'est en termes d'état d'esprit? Est-ce que c'est en termes de productivité? En termes de capacité à changer, de time to market? Donc déjà, il faut arriver à dire exactement qu'est-ce qui nous pose problème. Ensuite, c'est de mesurer si c'est mesurable. Donc si c'est par exemple sur du time to market, c'est mesurable. Si c'est sur du bien-être au travail, on ne peut pas le mesurer avec une métrique et une règle très précise. Donc en fonction de ce qu'on veut qui ne marche pas, qui cloche en organisation, on va avoir une stratégie différente. Mais si on est sur l'humain, on va plutôt faire des enquêtes de terrain, poser des questions, faire des forums ouverts, faire des enquêtes de satisfaction quelconque, regarder auprès des RH si on a eu des départs ou un turnover fort
avec des interviews de départ qui tournaient autour des mêmes problématiques. Si c'est sur quelque chose qui est plus de l'ordre du delivery, on va travailler sur des métriques de delivery. Est-ce qu'elles sont adaptées à nos besoins? Est-ce qu'on a l'impression qu'on livre assez vite, pas assez vite, que même si on parle en dehors de livrer vite, si j'ai un backlog de beaucoup de demandes et que une demande, elle va rester 2 ans et demi dans le backlog, même si je suis capable de la sortir en 2 semaines, bah, elle a quand même attendu 2 ans et demi et 2 semaines la demande. Donc après, il va falloir mesurer tout ça. Donc là, on est sur plutôt de la capacité à livrer. On va mettre en place des métriques et après, on va voir qu'est-ce qui pose problème. Est-ce que c'est des questions de process, d'outillage, de compétences? Il faut ensuite faire un petit peu de résolution de problème. Et si on est sur ce qui cloche, c'est qu'on livre plein de choses, mais pour autant, on perd des clients. Là, on va partir plutôt sur des métriques de produits et faire, comme disait Jean-Loup, du discovery, par exemple. Si vous n'en faites pas, c'est une très bonne ça peut être une très bonne explication de les clients nous fuient. C'est qu'on livre des choses, mais on n'a pas demandé au client si oui ou non ça lui plaît. Donc déjà, très clairement, si vous ne savez pas dire clairement qui sont vos clients, ça peut être un bon signe également. Donc il n'y a pas vraiment de réponse générique à cette question. Oui, il y a des pratiques. Elles vont directement dépendre de qui relève le fait qu'il y a quelque chose qui cloche et de qu'est-ce que c'est qui cloche. On va dire que si par exemple un PDG trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, il peut plus facilement missionner des gens dessus que si c'est quelqu'un qui est dans les équipes opérationnelles. Auquel cas, il va falloir qu'il fasse plus lui-même. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, Katia, même s'il n'y a pas de réponse unique, bien entendu, à ce genre de questions. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Ouais, merci pour vos questions et votre participation à tous. Encore merci Jean-Loup, merci Brice d'être intervenu ce soir. Si vous avez néanmoins d'autres questions, si vous avez envie d'échanger, vous pouvez retrouver dans le slide ici présent les coordonnées de nos 2 intervenants. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous le souhaitez. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.